Psycho Academy est une école prestigieuse pour étudiants doués cultivant les talents dans les arts de la scène, l'athlétisme et les études avancées. Yu a récemment été transféré ici, mais il est déjà devenu le souffre-douleur de son mentor. Son mentor lui crie constamment dessus, frustré, non pas à cause de ce que Yu a fait, mais à cause de qui il est. Le fils de la légendaire Subaru Isa, une actrice de renommée mondiale et une élève brillante. Contrairement à sa mère, Yu a des difficultés. Il est faible en arts martiaux et a échoué à ses cours avancés. Pourtant, de nombreux étudiants gardent espoir, croyant que les vrais prodiges cachent souvent leur talent. Subaru Isa est une diplômée de classe A de la Saika Academy, célébrée mondialement comme une brillante comédienne à la beauté inégalée et aux cascades audacieuses. Ses talents s'étendent à de nombreux domaines et elle a obtenu son diplôme en tête de sa promotion. Avec un tel héritage, chaque mouvement de Yu est sous surveillance, surtout quand il ne parvient pas à être à la hauteur des attentes. Bien que Yu admette n'avoir jamais combattu de sa vie, son mentor insiste pour le tester. Il affirme que les trois royales sont curieuses de savoir qui est vraiment Yu. Poussé par la pression et la frustration, Yu fonce et lance un coup de poing de toutes ses forces, mais quand il atterrit, cela ne ressemble qu'à une faible tape. Son mentor perd finalement son sang-froid et projette Yu au sol. Bientôt, des murmures résonnent dans tout le stade. Le fils de Tsumeru Ayase est un échec total. Les gens s'attendent souvent à ce que les enfants de prodiges héritent de leur génie. Yu vit avec ses déceptions depuis ses 17 ans. Toujours au sol, il lance une remarque cinglante à son mentor. Plus tu es médiocre, plus tu es obsédé par le talent. Son mentor a l'impression de parler à Subaru elle-même. Au moins, tu as vraiment hérité de son visage. Pourtant, son mentor continue de le réprimander pour sa médiocrité, mais Yu le sait déjà. Il a vu le génie de sa mère de ses propres yeux. Sans un mot de plus, il s'éloigne. Tout le monde suppose qu'il est simplement habitué à perdre, mais ils ne peuvent pas laisser cela arriver. Les trois royales placent leurs espoirs en lui. Son mentor, furieux, décide de lui faire sortir son talent à coups de poing, mais juste au moment où il s'apprête à frapper, un coup de pied soudain le frappe par derrière. Là se tient Nico, suivi de ses deux sœurs, Kazuki, une actrice de théâtre à succès, et Miwa, un génie du sport aux réalisations inégalées. Nico elle-même est la meilleure artiste martiale de l'école. Ensemble, elles sont les trois royales, les étudiantes les mieux classées de chaque programme. Yu, toujours allongé au sol, lève les yeux incrédules tandis que le trio se tient devant lui, ses yeux s'écarquillent sous le choc. Kazuki s'avance pour saluer Yu, et quand on l'interroge sur ses tests avancés, c'est confirmé, c'est un médiocre sans aucun talent. C'est une énorme déception, d'autant plus que toutes les trois s'attendaient à ce qu'ils rejoignent leurs programmes respectifs. Bien sûr, Yu connaît déjà ses propres limites. En fait, il a déjà été transféré au programme d'éducation générale, une division dont elles avaient même oublié l'existence. Sur ce, Yu se tourne pour partir, mais Nico l'arrête, lui disant de nettoyer d'abord. Apparemment, c'est une règle non écrite. Le perdant nettoie le dojo, alors il doit s'y mettre. Les trois royales lui lancent quelques insultes en partant, et bien que Yu veuille répliquer, il ne peut rien faire. Il prend le seau d'eau et commence à nettoyer. Le lendemain, le programme d'arts martiaux se rend au stade pour leur entraînement habituel, seulement pour trouver toute la zone étincelante de propreté. Yu, quant à lui, rentre chez lui, perdu dans ses pensées sur son passé. Quand Yu était plus jeune, il rêvait d'être loué comme sa mère. Il répétait des répliques de films devant la télé, mais chaque fois qu'il la voyait jouer, il savait qu'il ne pouvait pas égaler son génie. Il cherchait sa force passant d'un domaine à l'autre, mais la réalité le frappa durement, il était juste médiocre. Cette prise de conscience l'a lentement éloigné de sa mère, même si elle était la seule famille qu'il avait. Puis, elle est tombée malade. Pendant son séjour à l'hôpital, elle regardait souvent un film où elle avait joué une série sur la vie de famille, où elle incarnait la mère. Ce n'était pas l'un de ses rôles les plus glamour, mais Yu l'aimait et elle aussi. Alors qu'il se tenait près de son lit d'hôpital, Yu a mentionné que sa partie préférée de la série était la façon dont chaque épisode se terminait par un dîner de famille. Tout le monde se rassemblait, parlant et riant de choses aléatoires. Pour la première fois depuis de nombreuses années, ils ont eu une vraie conversation à cœur ouvert. Et à ce moment-là, Yu a réalisé que sa mère n'avait toujours voulu qu'une famille normale et heureuse. Son dernier souhait était juste cela, que Yu ait une famille heureuse. Yu ferme le carnet et s'en va, ses bagages à la main. Le souhait de sa mère était qu'il ait une famille heureuse. Bien qu'il ne soit pas entièrement sûr de comment y parvenir, il est déterminé à essayer. Il s'arrête devant une grande maison avec le nom Mikadono affiché au portail. L'endroit est immense, pourtant Mikadono lui avait dit qu'il pouvait entrer. Alors Yu entre et à sa grande surprise, c'est un véritable manoir. Impressionné par la taille et la grandeur de la demeure, Yu commence à se demander qui est vraiment ce Mikadono. Il est sur le point de déballer ses bagages quand, sans prévenir, un pied atterrit en plein sur son visage. Il s'écrase au sol et devant lui, fraîchement sorti du bain et ne portant qu'une serviette, se trouve nul autre que Nico. Réalisant que Nico vit ici et l'a probablement pris pour un criminel, Yu essaie d'expliquer mais Nico est déjà agité. Elle est sur le point de lancer une autre attaque quand elle glisse et tombe soudainement, donnant à Yu la chance de la taquiner un peu. Il lui jette même une serviette sur la tête pour essayer de la sécher, mais après quelques secondes, Nico se dégage de sa prise, clairement agacé.
Juste à ce moment-là, les deux autres sœurs arrivent. Kazuki plisse les yeux vers Yu, disant qu'il lui semble familier, tandis que Miwa le reconnaît immédiatement et exige de savoir ce qu'il fait dans leur maison. Avant que Yu ne puisse expliquer, son téléphone sonne soudainement sur la table. Les trois filles se figent quand Yu répond et mentionne nonchalamment le nom de leur père, Monsieur Mikadono. Il vérifie si Yu est bien arrivé, il s'avère que la mère de Yu était une vieille amie et bienfaitrice de Monsieur Mikadono, alors il décide de s'occuper de Yu en son absence, espérant que son talent perdure. Mais ce qui est choquant, c'est que les trois filles sont les filles de Mikadono, bien qu'il ait opportunément oublié de le mentionner. Monsieur Mikadono dit qu'il s'attend à ce que Yu s'entende bien avec ses filles, et Yu ne peut que laisser tomber son téléphone, incrédule. Il se souvient du dernier souhait de sa mère, qu'il ait une famille heureuse. Et maintenant, voilà comment un gamin médiocre comme lui finit par faire partie de la famille de trois sœurs douées. Les filles, en apprenant qu'elles vont vivre avec Yu, ne peuvent que crier d'incrédulité. Yu, quant à lui, a l'impression d'être entré dans un rêve bizarre. Nico, clairement irrité, accepte la situation à contre-cœur, disant que c'est la décision de leur père de toute façon. Kazuki est incrédule que leur père puisse accueillir quelqu'un qu'elle considère comme un échec. Pendant ce temps, Miwa refuse catégoriquement de s'occuper d'un parasite stupide. Il est évident qu'aucune d'elles n'est heureuse de la présence de Yu. Pourtant, Yu décide de ne pas reculer, il est peut-être moyen, mais il est déterminé à rester fort et à être à la hauteur de la famille heureuse que sa mère avait imaginée. Yu se présente formellement aux sœurs, bien qu'aucune d'elles ne semble s'en soucier. Alors qu'il s'apprête à s'occuper de ses bagages, il marche accidentellement sur ce qui semble être un sous-vêtement féminin. Kazuki le lui arrache en un éclair, clairement embarrassé. C'est là que Yu réalise, tout le manoir est une véritable porcherie. En jetant un coup d'œil dans la cuisine, il la trouve dans un état encore pire. Kazuki était censé s'occuper de la vaisselle, mais elle ne l'a jamais faite. Des éclats de verre jonchent l'évier et Yu ramasse soigneusement les morceaux un par un. Il semble que Kazuki ait essayé de les laver, mais sans grand succès. Puis Yu se tourne vers la montagne de linge sale, qui était apparemment la responsabilité de Miwa. Elle admet nonchalamment avoir oublié comment faire, bien qu'elle soit capable de mémoriser des choses bien plus compliquées. Pour s'en sortir, elle avait griffonné des instructions de lavage sur ses propres mains. Nico, qui est en charge des tâches ménagères, se moque des résultats du test d'aptitude de Yu, l'accusant d'exposer leurs échecs. Mais Yu ne semble pas s'en soucier du tout. Après que les sœurs aient fini de lancer des insultes dont il n'écoute aucune, tout le manoir est déjà étincelant de propreté. C'est alors que Nico fait enfin le lien. C'est aussi lui qui a nettoyé le dojo. Yu essaie de les reconquérir, affichant son sourire et disant qu'il peut nettoyer comme ça n'importe quand. Il a le physique, c'est sûr, si seulement il n'était pas un échec complet dans tout le reste. Le lendemain matin, il se réveille à son réveil, s'attendant à une journée paisible puisqu'il n'y a pas d'école. Mais cet espoir s'évanouit rapidement quand de forts coups résonnent dans la maison. À 7 h du matin, Nico s'entraîne déjà dans son dojo privé. Dans une autre pièce, Miwa est plongé dans un jeu intense, jouant furieusement tout en débattant avec un adversaire IA. Pendant ce temps, Kazuki se tient dans la cuisine, mélangeant nonchalamment une boisson verte trouble dans le cadre de sa routine. Yu réalise qu'il n'est rien comme les trois sœurs. Même sans école, elles ont toutes des plans pour la journée, le laissant seul dans la maison. Il espère qu'il pourrait partager le petit déjeuner, mais Kazuki semble pressé. Quand il se tourne vers Miwa, il la trouve assise confortablement avec une montagne de collations, considérant clairement cela comme son repas du matin. Il essaie de la mettre en garde contre les sucreries avant le petit déjeuner, mais l'éclat dans ses yeux suggère qu'il ne devrait pas s'en mêler. Alors qu'il commence à se préparer le petit déjeuner, ses pensées reviennent à sa vie avec sa mère. Chaque fois qu'il préparait le petit déjeuner, elle mangeait rarement avec lui, toujours occupée, elle était constamment concentrée sur elle-même. Yu connaît bien ce comportement, les prodiges vivent souvent dans leur propre monde. S'il n'arrivait même pas à se connecter avec sa propre mère, comment pourrait-il espérer vivre paisiblement avec trois sœurs douées? Pendant son petit déjeuner, Yu remarque Nico lorgner sa nourriture. Elle est surprise d'apprendre qu'il a tout cuisiné à partir d'ingrédients qui étaient sur le point de se gâter. Quand Yu lui offre une assiette, elle est tentée d'accepter mais se souvient vite de son régime strict. Sa cuisine est peut-être impressionnante mais le repas est bien trop déséquilibré pour quelqu'un qui se concentre sur l'entraînement aux arts martiaux. Alors que les trois sœurs se précipitent pour se préparer pour la journée, Yu est laissé seul à table. Il se souvient comment sa mère suivait un régime strict pour certains rôles d'actrice. Maintenant, cela a plus de sens. Kazuki le fait pour maintenir son statut de star, Miwa grignote pour garder son cerveau vif, et Nico suit une routine pour sa performance physique. Les prodiges deviennent souvent si concentrés sur eux-mêmes qu'ils négligent les gens autour d'eux. Yu se souvient comment même sa mère l'effrayait parfois. Il s'est éloigné, incapable de comprendre son monde. Alors que les trois filles se précipitent dehors, elles se disputent en chemin, chacune blâmant l'autre d'être en retard. Juste avant qu'elles ne puissent partir complètement, Yu les arrête. Il annonce qu'elles ont oublié quelque chose, ce qui pousse les trois à fouiller paniquées dans leur sac, seulement pour réaliser qu'elles n'ont rien oublié du tout. Agacées, elles le réprimandent pour les avoir arrêtées. C'est alors que Yu dit calmement ce qu'elles ont oublié. Passer une bonne journée. Au lieu de les réjouir, ces mots ne font que les effrayer. Pourtant, elles continuent leur chemin, ignorant cela. Son message n'a clairement pas eu l'effet escompté, mais Yu reste déterminé à continuer d'essayer. Nico marmonne que c'était une chose stupide à dire, mais quand elle voit son reflet, ses joues sont rouges. Yu, Kazuki et Miwa se retrouvent à y penser.
Bien qu'aucune d'elles ne l'admette, au fond, elles ont un peu aimé ça. De retour au manoir, Yu fait la vaisselle quand il reçoit un appel de Monsieur Mikadono. Il prend juste des nouvelles et informe Yu qu'il ne sera pas souvent à la maison à cause du travail. Cela signifie que Yu passera la plupart de son temps seul avec les 3 sœurs. Monsieur Mikadono a aussi une demande particulière. Il explique qu'en tant que prodige, ses filles finiront par faire face à leurs propres défis. Il veut que Yu soit là pour elles à travers ces obstacles. Si Yu réussit, il croit que les sœurs finiront par s'ouvrir à lui. Pourtant, c'est une demande difficile. Yu ne peut s'empêcher de se demander comment quelqu'un d'aussi ordinaire que lui pourrait aider des filles si douées. Yu n'arrive toujours pas à croire pourquoi des filles si douées auraient besoin de son aide. Mais Monsieur Mikadono explique que Kazuki fait face à une difficile audition. Nico vise un autre championnat national d'arts martiaux et Miwa a un prochain match pour le titre de Shaja. Il veut que tu les soutiennes à travers ces défis. Sur ce, l'appel se termine. En étendant le linge, Yu ne peut chasser cette pensée de son esprit. C'est juste un gars médiocre, ni athlétique, ni doué académiquement, alors il doute de pouvoir être d'une quelconque aide. Pourtant, il sait que l'échec est toujours une possibilité, et lui, plus que quiconque, comprend à quel point c'est douloureux. En tant que fils d'une prodige sans talent propre, Yu apprend tôt combien il est difficile de vivre avec la déception des gens. Si cette douleur est déjà trop forte pour quelqu'un comme lui, il ne peut imaginer à quel point ce serait dévastateur pour quelqu'un considéré comme exceptionnel. Déterminé à y arriver d'une manière ou d'une autre, Yu prend son vélo et part au marché. S'il veut mieux les connaître, il se dit qu'il devrait commencer par partager un repas avec elles. Quand Nico rentre à la maison, elle est instantanément surprise par la présence de Yu. Elle avait presque oublié qu'il vivait avec elle maintenant. Yu est en train de cuisiner quelque chose et invite même Nico à goûter. Soupçonnant qu'il essaie de la séduire avec de la nourriture, Nico refuse rapidement et lui dit qu'elle a déjà acheté son dîner. Elle va prendre une douche et se sécher les cheveux, puis ressort, seulement pour trouver Yu toujours dans la cuisine, maintenant en mode chef. Le voir si concentré sur la cuisine fait réaliser à Nico à quel point il est sérieux. Il est entouré d'une montagne de livres de cuisine, essayant de tout faire correctement. Voyant cela, Nico commence à penser qu'il essaie encore plus fort maintenant parce qu'elle l'a repoussé plus tôt. Au même moment, Miwa rentre à la maison et Yu l'informe du dîner de famille qu'il prépare. Nico trouve toujours toute l'idée ridicule, pensant que Yu est juste désespéré d'attention. Mais la scène ravive de manière inattendue un vieux souvenir. Il y a des années, même lorsque de grands chefs préparaient des repas, les 3 sœurs refusaient la nourriture que n'importe quel enfant normal aurait été ravi de manger. Nico, en particulier, contrôlait toujours strictement ce qu'elle mangeait, des repas préemballés avec juste le bon équilibre de nutriments pour maintenir son physique pour l'entraînement. Cette nuit-là, elle mange seule dans sa chambre, mais alors qu'elle prend une bouchée de son repas, elle ne peut s'empêcher de penser à la cuisine de Yu. Nico décide de jeter un coup d'œil depuis sa chambre. Voyant que Yu n'est plus en vue, elle descend discrètement. Mais au moment où ses yeux se posent sur le repas préparé sur la table, elle se fige de surprise. C'est un repas parfaitement équilibré, spécialement conçu pour le régime d'un athlète. Juste à ce moment-là, Yu apparaît derrière elle et commence à énumérer tous les nutriments inclus dans le repas. Il explique qu'il l'a conçu pour compléter sa routine d'entraînement et c'est alors que Nico cède enfin et accepte sa défaite. Yu a même consulté une diététicienne pour personnaliser les ingrédients en fonction de ses besoins. Réalisant qu'il a fait tout cela juste pour elle, Nico essaie de cacher son étonnement mais finit par s'asseoir à table pour au moins goûter sa cuisine. Au moment où elle prend une bouchée et ne l'insulte pas, Yu s'illumine comme un enfant joyeux qui vient de faire manger son chaton. Quelques instants plus tard, Miwa jette un coup d'œil depuis l'escalier, lorgnant l'assiette de sa sœur. Incapable de cacher sa curiosité et sa légère envie, elle descend discrètement. Bien qu'elle essaie de passer inaperçue, Yu la repère et lui présente immédiatement une autre assiette, celle-ci précisément adaptée à sa fonction cérébrale. Il récite même le contenu nutritionnel avec le même enthousiasme. Nico est stupéfaite de réaliser que Yu a préparé à chacune d'elles un repas spécialisé. Miwa essaie de le repousser avec son attitude habituelle, mais Yu ne bouge pas. Il tient bon, espérant voir les 2 sœurs apprécier la nourriture qu'il a préparée avec tant d'efforts. Maintenant que les 2 sœurs sont enfin assises à la même table, elles commencent à se taquiner comme des frères et sœurs normaux, ce qui fait sourire Yu. Mais ce moment est rapidement interrompu quand Kazuki arrive. Yu présente avec enthousiasme le repas qu'il a spécialement préparé pour elle, soigneusement rempli de nutriments pour l'aider à maintenir son éclat et sa radiance de star. Cependant, Kazuki reste impassible. Sans même jeter un coup d'œil au plat, elle se détourne et se dirige directement vers sa chambre. Bien qu'une partie d'elle trouve réconfortant de voir ses sœurs partager une table comme une vraie famille, elle refuse de les rejoindre. Pour elle, rien de tout cela n'est fait pour elle. Ni la table, et certainement pas la nourriture préparée par un inconnu comme Yu. Yu se fiche sur place, ses espoirs instantanément brisés. Même Nico et Miwa sont visiblement agacés par le comportement de leur sœur. En réponse, Nico se porte volontaire pour manger le repas de Kazuki à la place, mais Yu l'arrête rapidement, l'avertissant qu'elle pourrait dépasser son apport en glucides. Si elle cède à la rage de manger, elle finira par être potelée, c'est sûr. Nico est clairement irrité par la situation, mais Yu les assure que désormais, elles peuvent être tranquilles. C'est lui qui préparera tous leurs repas et gérera tout ce qui entre dans leur corps. Cela fait 3 jours que Yu a été accueilli par Monsieur Mikadono et il n'a fait aucun progrès avec Kazuki. Pourtant, il se souvient de la demande de Monsieur Mikadono de prendre soin de ses filles.
Assis en classe, son esprit divague vers elle et il commence à se demander comment il pourrait mieux la comprendre. Soudain, une idée lui vient. Il se lève de son siège sans hésitation, déterminé à enfin agir. Il essaie de rendre visite à Kazuki et dans le couloir, il aperçoit un groupe d'étudiants qui l'entourent, admirant sa beauté. Sans réfléchir, il l'appelle et chuchote « Encerclez-les vite !» Kazuki le prévient immédiatement de ne pas s'approcher, mais Yu joue la comédie, lui rappelant à quel point il a essayé de la séduire par sa cuisine. Craignant que les autres ne se fassent de fausses idées, Kazuki le réprimande bruyamment, mais cela ne fait qu'attirer davantage l'attention. La foule commence à soupçonner qu'ils sont en couple. Voyant l'agitation grandir, Yu panique et s'enfuit avant que les choses n'empirent. Sa deuxième option est de demander de l'aide à Nico. Il lui rend visite au dojo, où elle est occupée à passer en revue le programme d'entraînement avec l'équipe d'arts martiaux. Au moment où il l'appelle, l'expression irritée de Nico en dit long. Deux de ses coéquipières interviennent, prêtes à l'affronter, pensant qu'il pourrait causer des problèmes. Le regard furieux de Nico ne fait qu'ajouter de l'huile sur le feu. Réalisant le danger dans lequel il se trouve, Yu ne perd pas de temps, il s'enfuit du dojo aussi vite qu'il le peut. Il ne lui reste plus qu'une carte, Miwa. Dans la salle de classe, Miwa joue nonchalamment sur son téléphone pendant que d'autres élèves discutent de leurs devoirs. À la surprise générale, Miwa lâche sans effort la bonne réponse, faisant se sentir stupides les autres après avoir justement discuté de la difficulté. En chemin vers la classe de Miwa, Yu entend des élèves chuchoter que Miwa est bien au-dessus de leur niveau. Quand il entre enfin, il est surpris de trouver la joyeuse et enjouée Miwa assise complètement seule, sans aucun ami autour d'elle. Sans hésitation, Yu lui demande de déjeuner avec lui, mais Miwa refuse et s'éloigne nonchalamment. Pourtant, Yu refuse d'abandonner, il la poursuit, la suivant de près peu importe où elle essaie de courir. Sa persistance se transforme en une véritable course-poursuite autour de l'école. Fait intéressant, ils courent tous les deux au même rythme, ce qui prouve seulement que Miwa n'est définitivement pas une athlète. Après avoir couru un bon moment, ils s'effondrent tous deux, épuisés. Miwa avoue que l'athlétisme n'est pas son fort, mais elle reste meilleure que Yu. Yu lui fait remarquer son silence en classe, ce à quoi Miwa répond qu'elle ne peut tout simplement pas suivre les conversations insensées des lycéens. C'est bien trop bête. Elle est de sang royal, ce qui la rend totalement différente d'eux. Quand Yu dit qu'il comprend, Miwa lève un sourcil. Il plaisante en disant qu'il est aussi de la royauté, mais du genre petit, faible et stupide. De plus, son physique hérité de sa mère est une fausse publicité, ce avec quoi Miwa, étonnamment, est d'accord. Il essaie de la réconforter en disant que leur singularité les rend spéciaux, mais ses mots s'estompent et il oublie ce qu'il allait dire, ce qui fait froncer les sourcils. À Miwa, agacé. Quelques instants plus tard, ils ont tous deux des sandwichs en main, prêts à manger. Yu se confie sur ses difficultés actuelles avec Kazuki, ce qui déclenche un souvenir chez Miwa. Elle se rappelle que quand Kazuki avait 3 ans, elle voulait que leur mère cuisine juste pour elle. Elle semblait si heureuse à l'époque, c'est peut-être une piste, qui sait? Cette conversation donne à Yu une piste possible. Kazuki pourrait désirer un plat que sa mère lui préparait autrefois, juste pour elle, mais la question est, quel plat cela pourrait-il bien être? Alors que Kazuki franchit la porte, Yu lui montre avec enthousiasme ce qu'il s'apprête à cuisiner, mais à sa grande surprise, Kazuki s'effondre soudainement sur le sol. Quand ses deux sœurs arrivent pour prendre de ses nouvelles, Kazuki les repousse, affirmant qu'elle est juste fatiguée. Cependant, son front est brûlant. Inquiet, Yu se dirige vers sa chambre avec un bol de bouillie spécialement préparé pour sa fièvre, mais Kazuki rejette tout le monde, insistant sur le fait qu'ils exagèrent tous. En descendant, les sœurs discutent de la facilité avec laquelle Kazuki tombe malade et du fait que ses répétitions pour le rôle principal sont particulièrement brutales. Au cours des jours suivants, Yu continue d'envoyer des repas dans la chambre de Kazuki, mais chacun revient intact, accompagné d'une note qui dit simplement « Enlevez ça ». Frustré et inquiet, Yu atteint finalement ses limites, mais Kazuki le chasse immédiatement. Cependant, au moment où Kazuki essaie de se lever, elle s'effondre à nouveau, cette fois en tombant directement sur Yu. C'est incroyable, malgré tout, Yu n'abandonne pas. Il se porte volontaire pour lui apporter des compléments, craignant qu'elle ne manque trop de répétitions si son état s'aggrave. Soudain, une idée lui vient. Il sera son partenaire de scène afin qu'elle puisse continuer à répéter sans quitter sa chambre. C'est une bonne idée. Après tout, il est le fils de la légendaire Subaru Issei. Il a même fait ses débuts à l'âge de 2 ans, alors que Kazuki n'a fait les siens qu'à 6 ans. Peut-être n'est-il pas aussi désespéré qu'il en a l'air. Prenant le script, Yu tente d'incarner la princesse fiancée au personnage de Kazuki. C'est un grand défi. Mais au moment où il prononce ses répliques, sa performance est un échec total. Sans hésitation, Kazuki le chasse de la pièce. Il s'avère que la seule raison pour laquelle Yu a débuté à 2 ans était que sa mère avait usé de son influence, c'est la vérité. Il a échoué à toutes les auditions qui ont suivi. Pour Kazuki, Yu n'a aucune réelle compréhension de l'effort, étant donné que tout ce qu'il a eu lui a été donné par l'influence de ses parents. Cette nuit-là, Yu retourne dans la chambre de Kazuki, ayant lu le script en entier, c'est un effort. Mais sa performance ne montre aucune amélioration. Le lendemain matin, il réessaie après l'avoir relu 10 fois, même une pièce de théâtre scolaire sonnerait mieux. Le jour d'après, il continue, mais les résultats restent là les mêmes. Allongé dans son lit, Kazuki réfléchit à la façon dont un amateur comme Yu ne pourrait jamais comprendre ce que signifie être un professionnel, c'est évident.
Elle a toujours été admirée, toujours choisie pour les rôles principaux, avec une immense pression sur ses épaules. L'échec n'a jamais été une option pour elle. Déterminée à s'améliorer, Kazuki décide de sortir de sa chambre. Seulement pour trouver Yu devant la télévision, c'est surprenant. Il regarde l'adaptation cinématographique du rôle qu'elle joue. Elle réalise que même après l'école et les tâches ménagères, Yu passe ses nuits à étudier le rôle juste pour l'aider à répéter. Le lendemain matin, la performance de Yu est toujours aussi rigide, mais Kazuki décide de ne pas le repousser, c'est un progrès. Il y a mis de l'effort après tout. Puis, de manière inattendue, après que Kazuki ait prononcé sa réplique, Yu répond avec une telle émotion que cela se passe réellement bien. Cela le met en larmes, c'est très touchant. Après tant d'échecs, il a enfin fait quelque chose de bien. Kazuki trouve ridicule de pleurer pour une seule bonne réplique, alors elle le réprimande pour qu'il reprenne ses esprits. Pourtant, au fond d'elle, elle espère secrètement pouvoir reprendre le théâtre bientôt, c'est son souhait. Puis, Kazuki parle soudainement, elle est enfin prête à manger la cuisine de Yu, mais à une seule condition. Elle hésite d'abord, tirant une couverture sur son visage par embarras avant de réciter doucement une liste de choses qu'elle refuse de manger, c'est très précis. Après tout ce temps, Kazuki ne veut tout simplement pas qu'il sache de qu'elle est si difficile en matière de nourriture. Ce matin-là, Miko et Miwa la regardent avec incrédulité. Kazuki mange avec eux, et pas seulement ça, elle mange de la vraie nourriture, c'est un miracle. Yu passe, félicitant nonchalamment Kazuki d'avoir fini sa soupe, et elle hausse les épaules, disant que c'est bon tant qu'il n'y a pas de carottes. À son insu, Yu en avait secrètement râpé. En mangeant son propre repas, Yu se sent soulagé, c'est un succès. Il a fallu du temps et des efforts pour les réunir tous à table et elles sont vraiment difficiles à gérer. Cependant, à la tombée de la nuit, sa joie précédente s'estompe. Une par une, les sœurs font savoir qu'elles ne seront pas là pour le dîner, c'est bien dommage. Il essaie de faire comme si de rien n'était, mais la déception se glisse dans sa voix, juste au moment où il pensait qu'il redevenait enfin une famille. Du côté positif, avoir une mère prodige l'avait habitué à être laissé pour compte, c'est une triste réalité. Elle ne rentrait souvent pas à la maison pendant des mois, ensevelie dans son travail. Mais cette même dévotion est ce qui l'a finalement éloigné d'elle. Maintenant, il ne peut s'empêcher de comparer les sœurs Mikadono à sa mère. Elles sont toutes des prodiges, tandis qu'il se sent comme un moins que rien dans leur ombre, c'est difficile. Pourtant, il ne peut ignorer le fait que Monsieur Mikadono lui a personnellement demandé de s'occuper de ses filles. C'est une responsabilité qui pèse lourdement sur lui, même s'il ne sait pas comment la remplir. Dans le silence, ses pensées d'amour reviennent à sa mère et à son dernier souhait. Qu'il ait une famille heureuse, c'est son rêve. Le problème est qu'il ne sait pas à quoi ressemble une famille heureuse. Cherchant de la clarté, il pense à son film préféré, celui où sa mère jouait la mère aimante. Le regarder l'a toujours touché. Il n'y avait pas de drame lourd, juste de petits sourires, des rires et de simples conversations, c'est tout. C'est le genre de famille qu'il veut créer. Bientôt, sa table est remplie de DVD de la série de films. Un par un, il les regarde tous jusqu'à ce qu'il arrive à la partie où sa mère, en tant qu'actrice principale, porte une robe de mariée et épouse le protagoniste. C'est un moment clé. Elle voulait qu'il ait sa propre famille heureuse, mais il ne pouvait s'empêcher de ressentir le poids de la réalité. Les films sont bien différents de la vraie vie. Si absorbé par le spectacle, Yu perd la notion du temps. Les sœurs Mikadono finissent par rentrer, fatiguées de leurs courses respectives. C'est la fin de la journée. En entrant dans le salon, elles sont stupéfaites de trouver Yu, les yeux larmoyants, regardant la télévision. Miwa s'approche curieusement pour voir ce qui l'a tant ému et est choquée de réaliser qu'il a regardé toute la série d'un coup, c'est incroyable. Kazuki reconnaît silencieusement l'actrice à l'écran, Tsumeru. Avec cela, elle suppose rapidement que Yu doit profondément regretter sa mère. Prenant une profonde inspiration, Kazuki lui dit qu'il n'a pas besoin de continuer à cuisiner ou à faire des tâches juste pour être accepté, c'est important. Miwa intervient, suggérant qu'il se détende un peu, et Nico fait remarquer qu'il n'est qu'un parasite de toute façon. Yu est déconcerté par le commentaire brutal de Nico. Il se lève, expliquant fermement qu'il ne se considère pas comme un parasite, c'est clair. Malgré les différences qu'il avait avec sa mère, il a réalisé qu'il se ressemblait plus qu'il ne le pensait. Alors cette fois, il veut faire les choses correctement, il veut se connecter avec elle et avoir une famille vraiment heureuse. Mais les sœurs ne comprennent pas tout à fait, c'est un problème. Mako ricane, disant que les familles sont surestimées, surtout pour des gens comme elle. D'ailleurs, comment quelqu'un comme toi pourrait-il être considéré comme de la famille pour elle? Juste à ce moment-là, la scène de mariage passe à l'écran. Le vœu sincère du protagoniste masculin à Subaru, voulant construire une famille, touche une corde sensible, mais pas de la manière dont Yu s'y attend. C'est une surprise. Les sœurs se figent toutes ayant la même réalisation. Elles comprennent totalement de travers, pensant que Yu veut les épouser toutes et en faire ses épouses. Ignorant les pensées malveillantes des sœurs, Yu insiste, demandant à Nico sa date d'anniversaire, c'est une erreur. Les sœurs le regardent avec confusion et il explique que puisqu'elles sont dans la même classe, il veut savoir qui est l'aîné pour déterminer qui devrait être la grande sœur. Alors que Yu continue de parler, les trois sœurs rougissent de frustration, c'est très visible. Sans le laisser finir, elles lui lancent qu'il n'est qu'un parasite et s'en vont à l'unisson. Plus tard ce soir-là, alors qu'elle se détend dans le bain, Nico se surprend à penser à Yu. Cela la dérange à quel point il semble indifférent malgré le fait de vivre avec 3 filles. C'est étrange. Juste à ce moment-là, un cri résonne de la cuisine, la faisant sursauter. Yu a oublié d'acheter du pain pour leur sandwich et panique à ce sujet. Mais quand Yu se retourne et remarque son état, son inquiétude change de direction, c'est immédiat. Il lui fait remarquer gentiment qu'elle ne porte qu'une serviette et pourrait attraper froid. Miko, complètement embarrassé, s'élance hors de la cuisine et manque de percuter Miwa, qui remarque instantanément à quel point son visage est rouge, c'est flagrant. Troublé, Miko insiste que c'est juste la chaleur du bain, mais Miwa n'est pas convaincu. Nico n'y était resté que 5 minutes après tout. Miwa commence à assembler les pièces du puzzle.
Miwa n'avait jamais réagi comme ça quand Yu l'avait accidentellement vue nue auparavant, alors qu'est-ce qui est différent maintenant, c'est la question. Elle la regarde avec suspicion et Nico nie hâtivement tout ce dont Miwa est sur le point de l'accuser. Juste à ce moment-là, Yu entre, portant une pile de linge fraîchement pliée et le tend à Miwa. Alors qu'elle tend la main, sa main effleure la sienne et son visage rougit immédiatement, c'est très visible. Elle retire sa main brusquement, ce qui amène Nico à soupçonner qu'elle aussi a un petit faible pour Yu. Quand Mako prononce le mot aussi sans réfléchir, Miwa se fige, l'implication est claire, Nico doit aussi avoir un faible pour lui, c'est évident. Mako panique et les deux commencent à se chamailler, se lançant des démentis, tandis que Yu, complètement inconscient, ramasse calmement les vêtements éparpillés que Miwa a laissé tomber et recommence à les plier. Au milieu de la dispute, Kazuki intervient et réprimande ses sœurs, c'est la pagaille. Yu se tourne aussi vers elle et lui demande poliment si elle pouvait placer une casserole sur l'étagère du haut, quelque chose qu'il ne peut pas tout à fait atteindre. Comme Kazuki est d'une humeur étonnamment bonne, elle s'exécute, mais quand Yu la remercie avec un sourire éclatant et sincère, ses joues rougissent, c'est très mignon. Elle se détourne rapidement, espérant qu'il ne remarque rien, mais Miwa et Nico le remarquent immédiatement, alors elles commencent à la taquiner aussi. Yu, toujours inconscient de ce qui se passe, leur demande de ne pas se battre, pensant que ce n'est qu'une de leurs chamailleries habituelles, c'est amusant. Les filles finissent par se disperser, laissant Yu seul dans la pièce. Cependant, en regardant autour de lui, il remarque le désordre éparpillé et commence à ranger. Ce faisant, il réfléchit à tout. Les films sont différents de la réalité, c'est une évidence. Pourtant, cette fois où ils ont tous mangé ensemble, cela semblait sincère. Il espère qu'ils partageront à nouveau plus de ces moments. En nettoyant la table, Yu ramasse une vieille photo. Ce sont les 3 sœurs enfants, souriant joyeusement, les bras autour l'une de l'autre. C'est un beau souvenir. Elles avaient tout l'air si heureuses alors, complètement différentes de la distance qu'elles ont maintenant. Curieux, il demande à chacune d'elles qui a laissé la photo, mais aucune ne l'admet. Il ne croit pas à leur déni. Il est certain que l'une d'elles l'a laissée là, c'est une certitude. Quelqu'un doit encore chérir ce souvenir et Yu décide qu'il veut aider. Le lendemain, les sœurs l'informent que chacune d'elles sera absente pour le week-end en raison de différentes obligations liées à leur parcours. Pendant le cours, il a du mal à se concentrer, se sentant mal à l'aise à l'idée qu'elle s'éloigne encore plus. C'est une vraie préoccupation. Yu commence à rechercher discrètement leur destination alors qu'il parcourt chacun de leurs agendas sur son téléphone. Il réalise quelque chose et une idée lui vient. La nuit précédant leur voyage, Yu se donne beaucoup de mal pour tout préparer, faisant des boissons pour les sœurs et même réservant leurs hôtels à l'avance pour alléger leurs charges. C'est très attentionné. Il leur remet à chacune un billet d'hôtel, faisant de son mieux pour leur offrir du confort. Miwa, cependant, ricane en disant que la nourriture d'hôtel est généralement mauvaise. Pourtant, il promet de leur préparer un délicieux dîner dès leur retour à sa cuisine. Le lendemain, Miwa se dirige vers son premier match de showbiz. De calme et précise, elle lit la stratégie de son adversaire et gagne avec des mouvements vifs. C'est impressionnant. Alors qu'elle s'apprête à partir, son mentor l'approche. L'adversaire de demain sera différent, quelqu'un avec l'habileté d'un maître de 4e degré, et la compétition peut devenir difficile, même pour un génie comme elle. Alors que Miwa retourne à l'hôtel, l'avertissement de son mentor résonne dans son esprit, c'est une vraie pression. Un adversaire redoutable l'attend, elle sait qu'elle devra s'entraîner davantage ce soir, mais alors qu'elle marche sous les cerisiers en fleurs, le festival nocturne attire son regard. La vue ralentit son pas, ravivant des souvenirs d'il y a des années, c'est très émouvant. À la réception de l'hôtel, juste au moment où elle s'apprête à s'enregistrer, Miwa remarque Kazuki devant elle et leurs regards se croisent avec surprise. Kazuki explique que son théâtre de performance est tout proche. Juste au moment où Miwa réalise que son match de shogi est dans la même zone, c'est une coïncidence. Quelques instants plus tard, Nico arrive, tout aussi perplexe de les trouver toutes les deux là. Il s'avère que sa compétition aura également lieu près de l'endroit. Avant qu'elle ne puisse comprendre cette coïncidence, Yu apparaît souriant avec son sac à dos en bandoulière, c'est lui le coupable. Il admet que c'était lui. Sachant que les sœurs n'avaient pas parlé de leur plan, il a secrètement arrangé qu'elles restent près les unes des autres. Yu voulait juste les rapprocher un peu à nouveau. Les 3 trouvent l'idée ridicule, mais Yu insiste que c'est une chance de renforcer les liens familiaux, un moment pour elle de passer du temps ensemble en tant que sœurs, c'est important. Toujours confuse quant à sa présence, elle lui demande pourquoi il est même là. Yu sourit et leur dit qu'il est leur guide du festival. Puisque ce soir c'est le festival des cerisiers en fleurs et qu'elles sont déjà à proximité, il suggère qu'elles y fassent au moins un saut, c'est une bonne idée. Bien qu'au fond de lui, il est un motif caché. Le même festival apparaît sur la vieille photo qu'elles ont laissée et il s'est dit que celle qui la chérissait pourrait secrètement souhaiter revivre ce moment. À la surprise de Yu, les 3 sœurs réagissent de la même manière, trouvant son idée absurde, surtout qu'elles sont là pour concourir, c'est une situation délicate. Anticipant leur résistance, Yu explique que le sanctuaire du festival est réputé pour porter chance aux concurrents. Nico ricane, disant que seuls les perdants comptent sur les prières, pas les génies comme elle. En réponse, Yu sort un livret rempli de noms de prodiges renommés qui ont autrefois visité le sanctuaire pour y chercher des conseils. C'est très convaincant. Les sœurs sont visiblement surprises. Yu ajoute que la foi compte tout autant que l'habileté et d'ailleurs, il a tout un livret entièrement dédié au festival. Il leur montre également des photos des différents aliments vendus au stand, ce qui attire immédiatement l'attention de Miko et Yu. C'est très tentant. Kazuki est la première à répondre, acceptant d'y aller. Elle y voit une occasion parfaite de gagner de l'engagement sur ses réseaux sociaux. Cependant, elle avertit ses sœurs de s'habiller de manière appropriée si elles comptent les accompagner, c'est une condition. Imperturbable, Yu révèle qu'il a déjà recherché les meilleurs endroits pour louer des tenues de festival. Il se dirige vers un magasin de kimonos et au moment où les vendeurs posent les yeux sur les sœurs, leur visage s'illumine d'admiration, c'est un spectacle.
Yu demande des kimonos pour les trois et le personnel se porte volontaire avec enthousiasme pour les aider, clairement excité de les habiller. Kazuki est la première à en essayer un kimono élégant et monochrome qui met en valeur son maintien naturel, c'est magnifique. Miwa suit dans un kimono vert à motif de chaton, rayonnant de son énergie. Yu ne peut s'empêcher de prendre des photos, souriant avec admiration. Quand il regarde vers Nico, cependant, elle est toujours assise tranquillement dans un coin, c'est surprenant. Elle marmonne qu'elle n'aime pas porter de kimono, mais Yu l'encourage vivement, lui rappelant qu'il y a de nombreux styles à explorer. Un vendeur lui propose alors un kimono en jean, disant qu'il convient à quelqu'un de fort et beau comme elle. C'est une bonne suggestion. Ce moment prend Miko au dépourvu. Cela la ramène à son enfance, quand elle aimait les robes à froufrou, mais les gens la qualifiaient constamment de garçon manqué. Ce jugement est resté avec elle jusqu'à maintenant. Yu lui tend un kimono rose, orné de délicats motifs de fleurs de cerisier, c'est un choix audacieux. Même ses sœurs sont sceptiques, chuchotant qu'un style aussi doux et féminin ne lui convient pas du tout, mais Yu est confiant, cela lui ira parfaitement. Alors maintenant, elle a deux choix et c'est à Nico de décider par elle-même, c'est sa décision. Les minutes passent et Nico est toujours à l'intérieur de la cabine d'essayage tandis que ses sœurs commencent à s'impatienter, se demandant pourquoi elle prend autant de temps, puis enfin les portes coulissent. Elle sort, vêtue du kimono rose, c'est un grand moment, pendant un instant personne ne parle, ses cheveux sont coiffés délicatement pour s'accorder à la tenue et la voir ainsi laisse tout le monde stupéfait. Nico marmonne qu'elle a probablement l'air bizarre, évitant leur regard, mais la façon dont ils la fixent tous, complètement émerveillés, en dit long. Les sœurs, accompagnées de Yu, se promènent dans le festival animé ce soir-là. Cependant, Yu est pris au dépourvu par la popularité de Kazuki. Elle devient rapidement le centre d'attention, entourée d'une foule d'admirateurs éblouis, c'est impressionnant. Yu avait espéré qu'ils pourraient en profiter du festival ensemble comme une famille heureuse, mais il semble que Kazuki soit passé en mode travail, interagissant avec les fans et posant pour des photos. La voyant gérer tout cela avec tant de grâce, Yu hésite à intervenir, c'est délicat. Heureusement, il n'y a pas besoin. Même en discutant avec les fans, Kazuki garde un œil sur ses sœurs et remarque bientôt Miwa et Miko dégustant joyeusement des friandises du festival. Pendant ce temps, alors que d'autres admirent Kazuki, il y a cette fille qui n'a pas suivi la foule. C'est intéressant, selon elle, Kazuki est peut-être canon, mais elle reste une fille après tout. Refusant de se joindre à l'engouement, elle décide de s'éloigner de la scène. Malheureusement, au moment où elle se retourne, la lanière de sa sandale se casse, la faisant perdre l'équilibre et trébucher en avant. C'est un accident. À cet instant précis, Kazuki intervient et la rattrape juste avant qu'elle ne touche le sol. Quand la jeune fille ouvre les yeux, elle se retrouve dans les bras de Kazuki. La foule éclate d'excitation, acclamant cet acte héroïque inattendu, c'est un grand moment. Sans prêter beaucoup d'attention au bruit autour d'elle, Kazuki porte la jeune fille vers un endroit plus sûr. Yu, qui observait de loin, les suit immédiatement, essayant de ne pas perdre Kazuki au milieu de la foule, c'est une vraie mission. Une fois que Kazuki s'assure que la jeune fille est en sécurité, elle tente de retourner à l'événement principal, seulement pour être tirée à part par Yu qui se cache derrière des buissons voisins. Maintenant caché, Kazuki est prête à réprimander Yu pour ce mouvement soudain, mais il lui tend rapidement un sac rempli de nourriture, c'est une surprise. Bien que Kazuki essaie initialement de refuser son offre, Yu sort une chose de plus, un petit pansement. Il avait remarqué plus tôt qu'elle marchait plus prudemment que d'habitude, alors il suppose que quelque chose ne va pas avec les lanières de sa sandale, c'est très perspicace. Sans hésitation, il l'exhorte à mettre un pansement sur son pied. Kazuki se sent légèrement mal à l'aise, se demandant s'il l'a observé tout ce temps. Cependant, quand il insiste pour qu'elle lui montre son pied, il découvre à quel point la blessure est grave et qu'elle portait encore quelqu'un dans cet état. C'est incroyable. Yu se demande pourquoi elle n'en a jamais parlé, mais Kazuki explique qu'en tant que personne censée jouer le rôle du prince de tout le monde, demander de l'aide ne ferait que décevoir les attentes des gens. Yu, cependant, insiste que cela ne devrait pas avoir d'importance, c'est son avis. Tout le monde mérite d'être soi-même. Sur ce, il suggère de prendre soin de sa blessure, et Kazuki finit par accepter. Alors que Yu applique délicatement le pansement sur la zone sensible, Kazuki sent une chaude rougeur monter à ses joues, c'est un moment intime. Pendant ce temps, ailleurs, Miwa et Nico sont à un stand du festival. Miko est de plus en plus frustrée en essayant d'attraper un saumon avec une épuisette en papier mais échoue à chaque fois, tandis que Miwa éclate de rire, son amusement ne faisant qu'aggraver l'irritation de Miko. C'est une scène amusante. Juste à temps, Yu et Kazuki arrivent pour les rejoindre, bien que Kazuki porte maintenant un masque pour éviter d'être reconnu. Sur ce, les quatre décident de faire équipe, Kazuki et Yu contre Miko et Miwa dans le jeu de la pêche au poisson rouge, c'est parti pour le jeu. En jouant, Miwa plaisante que Kazuki devrait toujours porter un masque, car il semble bien plus joyeux que son air renfrogné habituel. Après un moment de jeu, Miko casse sa pelle de frustration, tandis que Miwa, elle, attrape poisson après poisson sans le moindre effort. Kazuki l'accuse de tricher, mais Miwa, avec un air suffisant, affirme qu'elle manque tout simplement d'habileté. Yu, lui, fronce les sourcils, voyant à quel point elle prenne ce jeu bien trop au sérieux. Finalement, Yu s'excuse discrètement auprès du groupe, laissant intentionnellement les filles passer du temps ensemble, tandis qu'ils se dirigent vers un autre endroit. Yu traverse le terrain du festival avec une détermination inébranlable, se dirigeant droit vers un événement spécial, la compétition de saut de Lotus. Ce défi annuel exige des participants qu'ils traversent un étang en sautant sur des plateformes en forme de lotus pour atteindre la porte Tori à la fin. Le prix sera une photo avec le gardien doré du sanctuaire, censé apporter une grande chance, surtout à ceux qui ont des compétitions à venir.
Yu sert une photo usée des trois sœurs tenant le même sanctuaire de leur enfance. Son but est de leur faire recréer ce souvenir afin qu'elles puissent revivre leurs moments les plus heureux ensemble. Gagner ce jeu lui semble être la clé pour raviver ce lien. Cependant, le défi est loin d'être simple. Les concurrents tombent les uns après les autres, éclaboussant l'eau un par un. Il s'avère que certains nénuphars coulent sans avertissement, ils doivent donc trouver eux-mêmes les plus solides pour réussir. Les spectateurs murmurent donc que le jeu est presque impossible. Même les hôtes admettent que personne n'a pu terminer le jeu depuis une décennie. Pourtant, l'un des hôtes se souvient d'un souvenir d'il y a 10 ans, quand 3 jeunes sœurs avaient réussi. Le prochain challenger s'avance, Yu, et avec une profonde inspiration, il saute. Mais en un instant, il plonge droit dans l'eau, perdant instantanément son premier essai. Impassible, Yu remonte, et après que les hôtes annoncent donc que les challengers peuvent réessayer, il se porte volontaire pour y retourner, mais sa deuxième tentative ne se passe pas mieux. Il dépasse à peine les premières plateformes avant de couler. Un par un, les autres challengers se retirent, abandonnant leur chance, mais Yu refuse d'abandonner. Il supplie les hôtes pour un autre tour, puis un autre, jusqu'à ce qu'enfin, il soit le seul concurrent restant. Le ciel s'assombrit et la pluie commence à tomber et les autres le supplient d'abandonner, mais Yu reste ferme. Fixant les nénuphars, Yu imagine comment les trois sœurs auraient pu travailler ensemble, utilisant les forces de chacune pour réussir. Alors, il fait une dernière course et avec un ultime saut désespéré, il atterrit sur un sol solide devant la porte Tori. Finalement, l'hôte se prépare à prendre la photo de Yu avec le sanctuaire, mais il refuse et sprint vers l'emplacement des sœurs. Si la pluie s'aggrave, des annonces résonnent que le festival fermera plus tôt. Trempé et essoufflé, Yu s'arrête au milieu de la route, balayant du regard l'endroit vide. Son cœur se serre alors qu'une réalisation le frappe. Peut-être sont-elles déjà rentrées chez elles. Il se souvient de leurs paroles antérieures sur leur refus d'y assister, et le doute inonde son esprit. Peut-être a-t-il été trop insistant, risquant de les éloigner davantage, au lieu de les rapprocher. Yu s'allonge et ferme les yeux, vaincu, mais quand il les rouvre, il est surpris de voir les trois tenant leur parapluie. Les trois se demandant pourquoi il n'est pas revenu immédiatement. Elles pensaient qu'il les avait laissés derrière, mais il se trompe. Maintenant, elles veulent qu'il les ramène à l'hôtel. Cependant, elles n'ont pas pu lui trouver de parapluie, alors chacune d'elles s'est portée volontaire pour partager le sien avec lui. Pourtant, à la fin, elles se sont quand même disputées à ce sujet. De retour à l'hôtel, les trois sœurs partagent le bain ensemble. Kazuki et Miwa discutent légèrement du festival. Nico, cependant, reste étrangement silencieuse, son esprit rejouant ce qui s'est passé plus tôt. Toutes les trois avaient voulu partager un parapluie avec Yu, ce qui a mené à une partie de pierre-papier-ciseaux. Nico a gagné et bien que ce ne fût qu'une courte marche, l'expérience lui a semblé étrangement bouleversante. Son cœur battait de manière incontrôlable à chaque pas et même maintenant, elle ne comprend pas pourquoi. Nico se demande si c'est juste à cause du kimono, mais ensuite elle commence à bouger maladroitement, perdue dans ses pensées. Ces mouvements étranges attirent l'attention de Kazuki et Miwa, les choquant avant qu'elles n'éclatent toutes deux de rire, la taquinant sur son désir d'être une vraie femme. Quand elles finissent de se baigner, les sœurs sont surprises de trouver Yu sortant du hall, trempé de boue et de pluie. Curieuse, elles lui demandent où il va pour apprendre qu'il a oublié de réserver une chambre et que tout l'hôtel est maintenant complet. Yu prévoit de chercher un autre endroit où loger, même s'il doit dormir dans un cybercafé. Les trois se figent sous le choc, mais Kazuki prend soudainement la parole. Elle demande un jeu de literie supplémentaire et bientôt, Yu étend un futon sur leur sol pour dormir dans la même chambre. Cela, bien sûr, sape complètement son plan initial de donner aux sœurs du temps privé pour se rapprocher. Pourtant, le laisser dehors par ce mauvais temps est impensable. Bien qu'elles essaient de paraître désinvoltes, leur inquiétude est évidente. Après tout, elles ont déjà partagé une maison, lui offrir un abri maintenant semble être une simple décence. Yu leur dit de continuer comme s'il n'était pas là et va chercher une robe avant de prendre un bain, mais Kazuki se met accidentellement sur son chemin. Il s'excuse rapidement et Kazuki sent ses joues rougir, bien qu'elle essaie de le cacher. Malheureusement, il n'y a pas de robe de rechange en vue. Miwa, cependant, insiste qu'il devrait y en avoir en plus dans les placards et commence à chercher. Yu la rejoint et quand elle se tourne inopinément, leurs visages se retrouvent à quelques centimètres l'un de l'autre, laissant Miwa troublée. Nico commence aussi à fouiller un autre placard. Yu remarque une robe sur l'étagère du haut, hors de sa portée. Sans réfléchir, il s'approche pour la prendre pour elle, épinglant involontairement Nico contre la porte de l'armoire. Sur ce, son visage devient rouge alors que Yu récupère enfin la robe. Cela fait, il s'excuse et se dirige vers le bain, ne réalisant qu'alors que la pièce est bien trop exiguë pour 4 personnes. De l'intérieur de la salle de bain, Yu n'arrêtait pas de s'excuser d'empiéter sur leur temps entre sœurs. Pendant ce temps, les trois restent figées devant la porte, se demandant silencieusement comment elles sont censées se détendre avec lui. Cette nuit-là, les trois sœurs ont du mal à s'endormir, chacune se sentant étrangement agitée avec Yu partageant la chambre. Pourtant, elles prétendent que ce n'est que l'excitation persistante de leurs événements. Pendant ce temps, Yu est allongé tranquillement sur sa literie, souriant à lui-même alors que les souvenirs de plus tôt se rejouent dans son esprit. Malgré le chaos, Yu a réussi à capturer une photo parfaite des sœurs avec le sanctuaire doré. Bien que leurs premières poses fussent raides, le cliché final montrait 3 sourires authentiques, une véritable recréation de leurs photos d'enfance. Fouillant dans son sac, Yu prévoit de sortir l'ancienne photo pour la comparer seulement pour réaliser qu'elle manque
Une vague de panique le frappe, mais ensuite ses yeux aperçoivent une petite note placée à côté de son lit. Le message dit « J'ai repris la photo ». Il ne s'attendait pas à ce que quelqu'un la réclame, mais cette pensée lui apporte un soulagement. Au moins, la photo est revenue à la personne à qui elle appartient vraiment. Après quelques instants, Yu s'endort profondément, laissant les 3 sœurs se plaindre. Elle se lève, échangeant des regards frustrés, réalisant qu'aucune d'elles ne peut s'endormir. Chacune trouve une excuse, blâmant l'excitation du festival ou leur événement du lendemain matin, avant de se recoucher. Mais la somnolence ne vient pas facilement. Au lieu de cela, Kazuki mentionne soudainement le kimono fleuri de Miko, déclenchant une conversation. Avant qu'elle ne s'en rendant compte, elle se remémore leur enfance, comment leur goût était autrefois si différent. Sauf Miwa qui n'avait pas changé d'un pouce, elle ressent toujours le même frisson chaque fois qu'elle choisit un kimono. Pourtant, elles sont reconnaissantes d'avoir la chance de revivre le festival après tant d'années. Leurs pensées dérivent vers de vieux souvenirs et bientôt, elles taquinent Miwa pour s'être vantée d'avoir gagné des jeux à l'époque, alors qu'en vérité, Kazuki l'aidait secrètement depuis le début. Ce moment leur fait réaliser quelque chose. Elles ne parlent presque plus comme ça. La vie les a tenues occupées et même si elles partagent la même maison, elles ont vécu dans des mondes séparés. Au fond d'elles, elles savent que c'est exactement ce que Yu espérait. Et étrangement, son plan a fonctionné. Miwa admet que c'est bizarre, pourtant son cœur se réchauffe. Elle sort la photo que Yu pensait avoir perdue, la tenant à côté de l'image sur son téléphone. Les deux capturaient le sanctuaire doré, l'une d'il y a 10 ans, l'autre de ce soir. En regardant les images, elle se souvient de la détermination de Yu à recréer ce souvenir, malgré la pluie et les chances impossibles. Le lendemain, la nouvelle de la performance scénique impeccable de Kazuki se répand tandis que Miwa et Miko excellent dans leurs compétitions respectives. On ne peut s'empêcher d'être impressionné que malgré avoir passé la nuit précédente à s'amuser au festival, les 3 aient quand même réussi à briller. Pour lui, ce sont vraiment de vrais prodiges. Quand les 3 cherchaient Yu au festival, elles se sont disputées sur la façon de le trouver sans avoir son numéro de téléphone. Miwa a suggéré de publier un avis de personnes disparues sur les réseaux sociaux pour que les abonnés de Kazuki le voient. Cependant, quand elles ont essayé de le décrire, leur description était trop vague. Voulant souligner son trait le plus unique, Kazuki a mentionné son sourire, se vantant même de l'avoir vu de près. Ne voulant pas perdre, Miwa s'est vanté de tout savoir sur lui aussi, surtout ses talents culinaires. Finalement, Nico a révélé comment Yu prend soin d'elle en lui achetant des protéines et du ruban de sport. Réalisant à quel point la description sonnait personnelle, toutes les 3 sont devenues écarlates. Au final, elles ont abandonné l'idée et ont décidé de le chercher elles-mêmes. Depuis que les sœurs ont assisté au festival, Yu a remarqué à quel point elles sont devenues plus proches. Elles veillent l'une sur l'autre maintenant et cette pensée le fait sourire en classe. Puis, il se souvient de la promesse qu'il avait faite avant leur départ, qu'il leur préparerait un délicieux dîner à leur retour. Cet après-midi-là, Yu rentre chez lui portant un sac d'ingrédients, déterminé à tenir sa promesse. Mais en atteignant la porte d'entrée, il remarque quelque chose d'inhabituel. Curieux, il entre seulement pour se figer à la vue des sœurs se tenant ensemble face à un homme inconnu. Yu s'approche discrètement pour mieux voir, mais au moment où l'homme parle, il reconnaît instantanément sa voix. C'est Monsieur Mikudono. Surpris, Yu s'incline profondément en signe de gratitude pour l'avoir accueilli. Cependant, Monsieur Mikudono souligne que Yu doit développer les compétences et les talents que sa mère possédait autrefois. Après cela, Monsieur Mikudono change de sujet pour parler de ses filles, demandant une mise à jour sur leurs progrès. Une par une, les sœurs rapportent les résultats positifs de leurs activités récentes, chacune partageant ses réalisations. Il écoute attentivement, puis leur rappelle de rester concentrés et de continuer à s'améliorer. Sur ce, il se lève pour partir. Yu s'avance rapidement, essayant de l'arrêter, l'invitant même à rester dîner, mais Monsieur Mikadono refuse, expliquant qu'il n'est venu que pour entendre parler de leur réalisation. Alors qu'il se tourne pour partir, ses yeux aperçoivent quelque chose. Le masque que Kazuki portait pendant le festival. Curieux, il pose des questions à ce sujet. Yu, inconscient des conséquences, explique joyeusement. Il raconte comment les sœurs sont restées ensemble, ont assisté au festival et ont revisité leurs souvenirs d'enfance. Ses sœurs se figent alors que Monsieur Mikadono soulève le masque et le place sur son visage. Puis, sa voix se durcit alors qu'il accuse Yu d'interférer avec le chemin de ses filles vers le succès. Yu essaie de se défendre, mentionnant le sanctuaire de la chance et sa signification, mais les mots ne font qu'empirer les choses. La colère de Monsieur Mikudono s'aiguise, emplissant le silence de la pièce. Monsieur Mikudono déclare qu'il a élevé ses filles pour qu'elles soient les meilleures, insistant sur le fait que participer à des festivals ne fait que gaspiller leur potentiel. Il se tourne ensuite vers Yu, évoquant son manque de réalisation. Au cours de son enquête, il a découvert que Yu n'a rien à son nom. Bien qu'il soit le fils du célèbre Subaru Isa, il est un échec complet. Durement, il avertit que les enfants sans talent n'ont pas leur place chez lui. Les yeux de Yu commencent à s'embuer, mais Monsieur Mikudono insiste davantage, lui serrant fermement l'épaule. À ce moment-là, les sœurs interviennent, elles se placent entre leur père et Yu, chacune le défendant à sa manière. Elles insistent que même sans compétences exceptionnelles, Yu a rendu leur vie Belfica plus facile et plus heureuse. Pourtant, malgré leurs paroles, elles refusent d'admettre qu'elles ont vraiment besoin de lui, choisissant plutôt de présenter les choses comme s'il améliorait simplement les choses. Cette nuit-là, Yu dîne seule tandis que chaque sœur dîne séparément dans sa propre chambre comme avant. Les mots de Monsieur Mikudono résonnent dans son esprit.
Les festivals sont désormais strictement interdits. Yu avait préparé un repas pour toutes, mais elles ont refusé, affirmant qu'elles n'avaient plus le temps de manger ensemble. Une semaine passe, et leurs liens retombent à ce qu'ils étaient quand Yu est arrivé pour la première fois. Réfléchissant à la rencontre, Yu réalise que les sœurs ont été ébranlées, éproulées par la pression incessante de leur père. Juste au moment où elles commençaient enfin à se rapprocher, tout s'est effondré. Pendant les répétitions, les coéquipières de Miko la remarquent traîner à nouveau après plusieurs jours à se précipiter à la maison pour le dîner. Elle passe toute la journée à s'épuiser à l'entraînement seulement pour sortir un paquet de nourriture à l'heure du dîner et prendre une bouchée. Pourtant, ceux qui avaient autrefois bon goût lui semblent maintenant fades. Ailleurs, Kazuki s'entraîne pour sa pièce. Pendant la pause, elle sort son smoothie préparé, mais il ne l'enthousiasme plus comme avant. Au même moment, Miwa, concentrée sur son jeu de shogi, grignote ses collations habituelles sans plaisir. Ses pensées dérivent vers les desserts mignons et délicieux que Yu lui préparait. Les repas qu'elle mangeait autrefois sans se plaindre les laissent maintenant insatisfaites. En pliant le linge, Yu ne peut toujours pas chasser les mots durs de Monsieur Mikudono de son esprit. Soudain, une pensée le frappe. Son rêve d'une famille idéale, comme celle qu'il voyait à la télévision, semble bien trop médiocre pour des gens comme elle. Mais ensuite, il se souvient de sa mère, elle-même une prodige, qui aspirait autrefois à ce même bonheur simple. À ce moment-là, Yu se résout à poursuivre son objectif de créer une famille vraiment heureuse avec les sœurs. Le lendemain matin, les trois partent pour leurs cours respectifs, mais avant de partir, elles s'arrêtent devant l'étrange silence dans la maison. Yu ne leur dit même pas au revoir. Plus tard, pendant la pause déjeuner, Nico s'assied avec ses coéquipières et sort sa salade emballée habituelle. Ses amis la taquinent sur le fait de manger la même chose tous les jours. Elle cherche une barre protéinée seulement pour trouver un déjeuner soigneusement emballé caché dans son sac. En l'ouvrant, elle découvre un repas complet et équilibré, parfaitement adapté à ses besoins. Les yeux de ses amis s'écarquillent et leur bouche salive à cette vue. Ce n'est pas seulement Nico qui en a eu. Miwa et Kazuki découvrent aussi des déjeuners soigneusement préparés dans leur sac, tout cela grâce à Yu. Quand les amis de Nico supposent qu'elle ne le mangera pas et essaient d'en prendre, elle protège rapidement le déjeuner avec ses mains, refusant de partager. À ce moment-là, Nico est profondément émue par le geste de Yu. Sa poitrine est si pleine qu'elle peut à peine prendre une bouchée, submergée par la gratitude. Cet après-midi-là, en faisant la vaisselle, Yu remarque les 3 boîtes à lunch complètement vides. Il est encore sous le choc quand Kazuki l'approche avec une proposition audacieuse. Puisque Monsieur Mikudono menace de le jeter dehors à moins qu'il ne se rende utile, Kazuki propose un accord. Tant que Yu continue de cuisiner pour elle, elles le laisseront rester. Avec les auditions de Kazuki, le tournoi de Nico et le match de Miwa qui approche, elles ont besoin de son soutien. Yu accepte sans hésitation, prêt à relever le défi. Même si elle ne le voit que comme une aide et non comme un membre de la famille, il est déterminé à cuisiner pour elle chaque jour. Le lendemain, Yu les raccompagne avec des déjeuners fraîchement emballés, leur rappelant joyeusement de passer une bonne journée. Pourtant, ces simples mots les prennent au dépourvu, laissant les 3 déconcertés sans qu'elles le sachent. Kazuki se tient dans les toilettes du studio, ajustant sa perruque et essayant d'être jolie dans le miroir. Soudain, la porte s'entrouvre en grinçant et 2 filles entrent, discutant des répétitions avant de la repérer. Kazuki force une expression calme, mais sous son extérieur posé, quelque chose pèse clairement sur son esprit. Pendant ce temps, Miko, en plein entraînement, reçoit soudainement un appel téléphonique. Curieuse, elle vérifie l'écran puis répond avec enthousiasme. À l'autre bout, une voix masculine familière lui demande comment elle va. Il lui dit qu'il vient de rentrer d'une tournée à l'étranger et a hâte de regarder son prochain tournoi. Ailleurs, Miwa s'entraîne en tête-à-tête avec son mentor. Bien que confiante au début, elle perd encore une fois. Son mentor lui pose alors une question sérieuse, lui demandant de choisir entre 2 chemins pour son avenir. Pourtant, Miwa reste incertaine de ce qu'il faut faire. Ce soir-là, les 3 sœurs rentrent chez elles, portant de lourdes pensées. Kazuki fait face à son premier rôle féminin, Nico doit impressionner quelqu'un d'important et Miwa lutte avec une décision qui changera sa vie. Derrière ces luttes plane le poids des attentes de tous, l'école et surtout leur père. En rentrant à la maison, les sœurs trouvent Yu dans la cuisine, piétinant de la pâte avec ses pieds. Il est déterminé à faire des udons à partir de 0 pour que ce soit parfaitement sain pour elle. Mais alors qu'il s'apprête à presser la pâte plus fort, son pied glisse, le faisant tomber au sol. La scène fait éclater les 3 de rire. Puisqu'elles sont rentrées plus tôt que prévu, elle décide de le rejoindre pour le dîner ce soir-là. Après avoir cuisiné, Yu sert à chacune un bol d'udon personnalisé. Adapté à leurs besoins individuels, curieuse, Nico se demande où il a appris à cuisiner alors qu'elle prend sa première bouchée. À sa surprise, le goût est extrêmement ordinaire. Ses pensées incitent Kazuki et Miwa à être d'accord avec elle. La saveur n'est pas du tout spéciale, pourtant en mangeant, elles se souviennent de quelque chose. Leur père a toujours fait passer la médiocrité pour un mal, mais en goûtant les udons de Yu, elles ont réalisé que même les plus médiocres peuvent en fait être aussi bons. Yu fait la vaisselle ce soir-là, simplement heureux de pouvoir partager un repas avec les sœurs à nouveau. Puis, soudainement, Kazuki s'approche, se rapprochant pour offrir son aide à faire la vaisselle. Le geste surprend Yu, mais avant qu'il ne puisse réagir, Kazuki explique calmement qu'elle ne fait cela que parce qu'elle veut travailler son côté féminin. Yu, cependant, doute silencieusement que cela l'aidera à atteindre cet objectif.
Kazuki commence à faire la vaisselle avec détermination et ce faisant, Yu lui demande nonchalamment des nouvelles de son audition, ce qui l'incite à se confier. Puisque c'est son premier rôle féminin, elle a été extrêmement anxieuse toute la journée, mais d'une manière ou d'une autre, après être rentrée à la maison, elle a complètement oublié ses soucis, alors elle se convainc que tout ira bien. En aidant, Kazuki remarque les bandages sur les mains de Yu, il s'avère qu'il se coupe souvent et se brûle même les mains avec les casseroles. Alors qu'elle continue, Kazuki laisse tomber accidentellement une assiette faisant un grand bruit, mais elle ne se casse pas. Yu explique qu'il utilise du plastique dur, donc Kazuki peut en laisser tomber autant qu'elle veut. Alors que Yu range la vaisselle, son pied glisse sur le sol, le faisant s'écrouler, son nez commence à saigner et Kazuki se précipite pour l'aider, mais elle marche accidentellement sur une paire de baguettes et perd l'équilibre. En un instant, ses lèvres entrent en collision avec celles de Yu, résultant en un baiser inattendu. Le choc le fige et quand il réalise enfin ce qui s'est passé, il lâche des excuses. Kazuki, cependant, reste calme. Elle déclare calmement que c'était un accident et se tourne pour partir, lui rappelant nonchalamment de prendre soin de son saignement de nez. Son sang-froid dans la situation laisse Yu complètement stupéfait et sans voix. Alors que Yu essaie d'arrêter son saignement de nez avec des mouchoirs, il ne peut chasser cette pensée de son esprit. Kazuki a embrassé un gars comme lui, en sang. Pour elle, cela ne signifiait probablement rien après tout. Elle a eu d'innombrables partenaires de scène dans des rôles romantiques. Mais pour Yu, c'était son premier baiser. Le lendemain, des cieux sombres apparaissent. Miko prédit nonchalamment une pluie à venir, tandis que Kazuki allume la télévision pour vérifier les prévisions, seulement pour tomber sur une scène de baiser qui la laisse momentanément figée. Plus tard, Miwa savoure un dessert tremblotant, attirant le regard de Kazuki. Lorsque Miwa compare sa texture à des lèvres douces et délicatement tremblotantes, le visage de Kazuki s'empourpre. Gênée, elle pose son café avec fracas et s'enferme dans sa chambre, claquant la porte derrière elle. Soudain, Yu fait irruption, la prenant par surprise. Sans la moindre hésitation, il aborde de nouveau le sujet du baiser. Kazuki dissimule ses émotions, faisant comme si cela n'avait aucune importance. Convaincu, Yu décide d'oublier l'incident et s'en va discrètement. Une fois la porte refermée, la colère de Kazuki monte, frustré que ce baiser n'ait absolument rien signifié pour Yu. Durant la répétition, Kazuki prend conscience que Yu a parfaitement raison. Elle doit impérativement se concentrer sur son rôle. Pourtant, un profond malaise persiste en elle. Endosser un personnage féminin lui Malgré tous ses efforts, étrange. sa performance retombe inévitablement dans son habituelle prestance de prince. On dirait bien qu'elle est naturellement masculine depuis sa naissance. Pour tenter de s'adapter, elle observe attentivement ses collègues avec l'intention bien arrêtée de les imiter. Mais lorsque la répétition en vient à une scène de baiser, le visage de Yu surgit soudainement dans son esprit, brisant net toute sa concentration. Son mentor perçoit immédiatement au plus profond quelque d'elle-même. chose Et lorsqu'elle rentre enfin chez elle, elle sait que ce conseil est des vérités absolues. Elle demande alors à Yu de lui préparer un repas pour bien ruiner et de s'occuper de quelques couches. Jeu d'actrice. Yu suppose que tout est en train de revenir à la normale jusqu'à ce que Kazuki lui demande, l'air de rien, s'il est libre ce dimanche. Croyant qu'il s'agit là d'une nouvelle faveur, il hoche la tête, mais elle se penche alors plus près de lui. Elle lui annonce qu'il doit sortir avec elle pour un rendez-vous. Yu se fige complètement sous le choc, mais Kazuki, elle, ne vacille pas du tout. Elle veut absolument aller pas à croire ce qu'elles sont en train d'entendre. Pendant que Kazuki demande avec insistance à Yu de sortir avec elle, en train de demander à Yu de sortir avec elle, incertaine de la manière dont Yu va étage de leur raison. Les deux sœurs se retirent précipitamment dans leur chambre avant de poser la question. En guise de réponse, Kazuki demeure toujours aussi présente un dépliant pour une audition où elle est censée interpréter que son mentor lui a un rôle féminin. Ayant incarné absolument modeler la performance durant la majeure partie de véritablement saisir les mêmes d'adopter les manières féminines héroïnes, elle se devait de vivre un rendez-vous galant. Maintenant, bien qu'elle soit déjà une véritable experte des rôles absolument sortir cette nouvelle tâche est quelque chose qu'elle ne doit absolument pas prendre à la légère intérieure. C'est ainsi que Yu accepte également en garde de ne surtout pas se faire de fausses idées, mais Yu, lui, garder déjà pertinemment secret. Néanmoins, comme il souhaite ardemment que Kazuki lorsque le samedi arrive, Yu est en train de nettoyer la maison avec frisson à cette journée et jure de faire de ce dimanche le meilleur des rendez-vous pour Kazuki. Il répond alors comme s'il n'avait absolument rien. Suite à cela, Miko soupçonne fortement qu'il leur cache bel et bien quelque chose qu'il garde précieusement secret. Pendant ce temps, Miwa, qui avait déjà écouté aux portes la dernière fois à propos du rendez-vous, entend par hasard Yu jurer qu'il organisera le meilleur des rendez-vous pour Kazuki. Ces paroles la troublent tellement qu'elle en perd ses mots, incapable même de décrire ce qu'elle ressent. Ce soir-là, les quatre se retrouvent gars pour dîner ensemble, mais bien que ce soit la première fois qu'ils partagent un repas depuis un certain temps, l'atmosphère est lourde de tension car les deux sœurs restent toujours aussi suspicieuses à l'égard de Kazuki et de Yu. Lorsque Kazuki demande à Yu s'il est bien prêt pour le lendemain, les deux sœurs s'enflamment encore davantage d'une colère silencieuse. Le lendemain matin, c'est le grand jour de leur rendez-vous et Miko et Miwa décident de se déguiser et de suivre Yu jusqu'à leur lieu de rencontre.
Les deux sœurs dénichent des déguisements dans une boutique des environs et même si elles se choisissent mutuellement des tenues plutôt farfelues, elles finissent par les porter à merveille. En observant Yu attendre Kazuki, elles ne peuvent s'empêcher de commenter à quel point cette situation est absolument impensable. Si elles devaient se l'imaginer avec quelqu'un, ce serait bien plus avec une fille qu'avec un garçon. Puis, soudainement, Kazuki fait son apparition, vêtu d'une longue perruque noire et d'une élégante robe du dimanche, laissant les trois complètement bouche bée. Malgré son envie soudaine de donner une claque à Yu, elle fait de son mieux pour se montrer charmante comme une vraie jeune fille. Yu la complimente, mais elle s'empresse d'expliquer qu'elle ne fait que tenter d'agir comme une véritable héroïne. D'un ton des plus charmants, Kazuki demande alors à Yu de bien vouloir commencer le rendez-vous. Ils se rendent d'abord à l'aquarium et Yu fait de son mieux pour que ce rendez-vous soit absolument parfait, tandis que Nico et Miwa les suivent de près, toujours aussi incrédules. Alors qu'ils descendent les escaliers, Kazuki s'assure que Yu ne trébuche pas, ce qui est plutôt étrange, car elle est censée être la demoiselle en détresse dans cette situation. Ils échangent alors leur place pour mieux rester dans leur personnage, et lorsqu'ils arrivent au spectacle de dauphins, Kazuki applaudit délicatement, s'efforçant de paraître aussi adorable que possible. Au moment où les dauphins s'apprêtent à sauter, de l'eau éclabousse les gradins et au lieu que Yu protège Kazuki, c'est l'exact opposé qui se produit. La foule observe avec admiration, louant Kazuki comme étant vraiment quelqu'un de cool. Ce devait être le rendez-vous parfait, mais les choses commencent rapidement à mal tourner. Ils cassent des sacs de course, le serveur se trompe dans leur commande et Kazuki se retrouve avec les pieds douloureux à force de porter des sandales. Très vite, elle est complètement épuisée. Observant la scène de loin, Miwa commente que le rendez-vous est en train de virer à la catastrophe totale. Plus tard dans la journée, Yu informe Kazuki qu'il doit absolument aller aux toilettes, alors Kazuki l'attend seul. En observant son reflet dans le miroir, elle prend conscience de l'échec qu'elle représente, tout comme Yu. Soudain, un homme l'aborde, ayant remarqué son physique particulièrement impressionnant. Sur ce, il lui propose une opportunité dans le mannequinat, prétendant travailler pour une agence de talent. Kazuki n'ose absolument pas révéler sa véritable identité, alors elle tente de l'éviter autant que faire se peut, mais l'homme se montre très persistant. Au moment même où le recruteur essaie de l'entraîner, Yu surgit et saisit la main de Kazuki, l'arrêtant fermement. Le recruteur suppose que Yu est son jeune frère, mais Yu le corrige aussitôt, affirmant qu'il est son cavalier pour le rendez-vous. Plus important encore, il intime à l'homme de s'éloigner. Cependant, Yu n'a pas du tout préparé d'excuses à l'avance, alors quand le recruteur insiste pour obtenir des réponses, il ne sait absolument plus quoi dire. Il tente bien d'inventer quelque chose, mais même dans ce domaine-là, il reste un échec cuisant. N'ayant plus d'autre choix, il s'écrie soudainement que le recruteur ne peut absolument pas l'avoir, car il va l'épouser. Le recruteur ricane, pensant que Yu se montre tout simplement puéril, et bien qu'il ne fasse que tenter d'arranger les choses, Kazuki ne peut s'empêcher de se sentir complètement et profondément embarrassé. Le recruteur finit par s'éloigner, mais des murmures se propagent dans la foule à cause de cette proposition de mariage involontaire. Yu exhorte Kazuki à oublier tout cela, mais elle ne pense pas pouvoir y arriver un jour. Au lieu de cela, Yu lui saisit rapidement la main et l'entraîne vers leur prochaine destination, sans même réaliser qu'il vient de le faire avec une telle spontanéité. De loin, les deux sœurs, dissimulées non loin, sont sur le point de perdre la tête. Alors qu'ils marchent main dans la main, une tension plutôt gênante s'installe doucement entre eux. Aucun des deux ne lâche prise, mais les gens continuent de les prendre pour des frères et sœurs. Désireux de ressembler davantage à un véritable couple romantique, Yu tente d'entrelacer ses doigts avec ceux de Kazuki, ce qui la choque complètement. Mais son audace finit par porter ses fruits. Kazuki commence à ressentir ses fameux papillons dans le ventre et au nom de la poursuite de leur petite comédie, elle entrelace elle aussi ses doigts avec les siens. Leur prochaine étape est le cinéma pour aller voir un film romantique. Il y a justement un film à l'affiche où l'idole de Kazuki tient le rôle principal. Elle se souvient qu'il y a de cela 1 an, cette jeune femme lui ressemblait étrangement, avec une allure très masculine. C'était en quelque sorte l'adieu de son idole à son ancienne image, alors qu'elle s'apprêtait à faire ses débuts dans ce complètement film. Inconscient du poids émotionnel que ce film représente, premier rôle féminin, innocemment que cela pourrait peut-être donner quelques pistes à Kazuki, alors il décide d'entrer regarder. En regardant le film, Kazuki remarque que l'actrice principale n'a absolument pas réussi à se défaire de ses anciennes habitudes de jeu. Bien que très talentueuse, elle interprétait souvent des rôles masculins de méchants sur scène. Sa présence était autrefois bien plus naturelle que celle de la plupart des hommes, mais en tant qu'héroïne dans ce film, elle ne parvenait pas tout à fait à s'intégrer. Alors que le film se termine et que Kazuki et Yu sortent du cinéma, des murmures emplissent l'air. Certaines personnes critiquent ouvertement l'actrice, affirmant qu'elle joue encore bien trop comme un homme. Malgré le fait d'être une star très connue au final, elle n'a pas réussi à conquérir les cœurs du public. À cet instant précis, les mots de son père résonnent avec force dans l'esprit de Kazuki. Un prodige ne doit absolument jamais échouer. Yu réalise à quel point il a terriblement tout gâché. Regarder ce film n'a fait que rendre les choses encore plus difficiles pour elle, et maintenant, il ne peut que se maudire amèrement. À l'extérieur du cinéma, Miwa et Nico partagent exactement le même sentiment. Ce terrible film a complètement gâché toute l'ambiance. Elles doutent fort que Yu puisse même se racheter après un tel fiasco. Alors que les deux marchent en silence, Yu leur présente leur dernière étape de la journée, une grande roue. Kazuki n'est plus du tout d'humeur, mais Yu insiste. De loin, les deux sœurs observent la scène, se moquant ouvertement de ce cliché. Mais lorsqu'un passant mentionne que la grande roue génère de nouveaux couples à une vitesse folle, tout reste complètement stupéfaite. Yu, cependant, est bien décidé à terminer la journée exactement comme il l'avait planifié, alors il saisit la main de Kazuki et l'entraîne résolument vers l'attraction.
Alors que l'attraction démarre, Yu est complètement captivée par la vue panoramique. Kazuki, elle, garde son regard fixé sur lui, incapable de croire à quel point il est allé loin juste pour pouvoir l'aider. Ses pensées commencent alors à divaguer. Depuis qu'elle est toute petite, Kazuki a toujours agi et s'est toujours habillée comme un garçon. Elle s'est toujours sentie différente des autres enfants, mais elle n'a jamais détesté cette particularité. Sa grande taille l'a conduite très tôt vers le mannequinat, et à seulement 6 ans, elle a fait ses débuts en interprétant des rôles masculins sur scène. À cette époque, c'était véritablement quelque chose qu'elle adorait. Mais avec le temps, cela s'est transformé en une tâche qu'elle se devait d'accomplir. À chaque nouvelle performance, de plus en plus de regards étaient à braquer sur elle, et les attentes ne cessaient de croître. Son père n'a fait qu'intensifier cette pression, l'exhortant à endosser un rôle féminin, une chose qu'elle n'avait absolument jamais imaginé faire. Dans son univers, le moindre échec pouvait signifier la fin de tout. Alors que la grande roue s'élève lentement dans le ciel, Kazuki réalise que peut-être elle n'aurait jamais dû auditionner pour un rôle féminin si cela ne devait la conduire qu'à un inévitable échec. Cependant, les pensées de Kazuki sont brusquement interrompues par les tremblements de Yu. Il n'a pas peur des hauteurs, mais c'est le plancher de verre qui le terrifie au plus haut point. Yu admet qu'il voulait simplement que ce rendez-vous se termine de manière pourquoi diable il a choisi cette attraction en alors que la grande roue atteint son point culminant, il rassemble tout son courage et tente de demander à Kazuki soupire, de devenir la meilleure héroïne, tremblant encore de manière très visible. Il s'en mêle en regardant Yu, Kazuki ne peut s'empêcher de l'admirer profondément. Oui, c'est un échec, il gâche presque tout ce qu'il entreprend, mais d'une certaine façon, elle souhaiterait pouvoir être aussi peu effrayée par l'échec que lui. Avec un sourire confiant, il lui explique que c'est parce qu'il a échoué durant toute sa vie, mais que parfois il y a une certaine beauté à cela. Pour mieux lui expliquer, il se rapproche d'elle, sort son téléphone et lui montre une photo d'elle-même prise à son insu. Kazuki grimace un peu au début, mais alors qu'il feuillette d'autres clichés, elle est complètement stupéfaite par l'authenticité de son apparence. Chaque photo capture une facette différente d'elle, à tel point qu'elle ne se reconnaît même plus. Sur ce, Yu lui dit de montrer davantage d'expression, il la rassure en lui expliquant que si de nombreuses personnes peuvent détester les imperfections, il y en a toujours d'autres qui les trouvent également magnifiques. Kazuki est troublée par ses paroles, mais elle fait de son mieux pour le dissimuler. Au moment où l'attraction se termine, il fait déjà complètement nuit. Lorsque Miwa et Nico les aperçoivent descendre de la grande roue, elles se dissimulent rapidement hors de vue. En observant leur visage souriant de loin, les sœurs ne peuvent que se demander ce qui a bien pu se passer durant le tour. En rentrant chez eux, Yu et Kazuki discutent avec une certaine décontraction de ses prochaines auditions. Kazuki admet que durant tout ce temps, elle n'a fait qu'interpréter les rôles que les autres attendaient d'elle, mais désormais elle souhaite jouer à sa propre manière, même si elle devait trébucher. Yu la rassure avec douceur, lui disant que si jamais elle commet une erreur, elle pourra toujours se souvenir de leur rendez-vous. Embarrassée, Kazuki s'élance soudainement en avant, laissant Yu derrière elle. Pendant ce temps, Miwa et Miko, qui observent toujours discrètement, se chuchotent, ne sachant absolument pas comment réagir si les deux continuent d'agir de la sorte une fois rentrés à la maison. Kazuki est fermement déterminée à donner le meilleur d'elle-même lors des auditions. Peu importe le résultat, elle est résolue à rester fidèle à qui elle est vraiment. Puis, d'un geste rapide et inattendu, Kazuki se penche plus près de Yu. Pendant un instant, il croit qu'elle va l'embrasser, mais au lieu de cela, elle aborde le sujet du baiser lui-même. C'était également son tout premier baiser, et elle admet que ce n'est absolument pas quelque chose qu'elle pourra oublier si facilement. Dissimulés derrière les buissons, Miwa et Nico sont complètement stupéfaites. Après avoir parlé, capable de saisir, retrouvant ainsi son allure de prince, chuchoter, elle doit retourner au théâtre pour les répétitions. Alors elle par l'intensité de ce moment. Miwa suppose qu'elle est simplement revenue à son état habituel, mais Nico perçoit quelque chose de bien plus profond, quelque chose a entièrement et profondément changé au sein de Kazuki. De retour à la maison, Yu s'empresse de préparer le dîner. Miwa et Miko font semblant de ne rien savoir, mais elle le bombarde de questions. Il esquive tant bien que mal avec des excuses plutôt maladroites. Les sœurs sont quand elles le saluent d'un simple plat pour une si simple phrase. Elle vient semblant d'être à la maison, mais au fond d'elle-même, elle souhaite s'illumine de joie en marchant vers l'école, même de bien vouloir le répéter, se préparant activement pour un examen à venir. Yu ne parvient absolument pas à comprendre comment Kazuki et Miwa peuvent rester si calmes durant les jours d'examen. Mais en réalité, elles ne sont tout simplement pas du genre à bachoter à la dernière minute. Yu propose de comparer leurs notes, et même s'ils sont dans des classes différentes, certaines leçons se chevauchent. Alors que Yu tente de partager ses propres notes avec ardeur, un homme surgit soudainement en courant et le bouscule violemment. En se retournant pour regarder, Yu réalise que l'homme est un voleur, ce qui a été confirmé par une jeune fille criant derrière eux que son sac a été dérobé. Sur ce, Yu se lance immédiatement à la poursuite du voleur, bien que son rythme soit si incroyablement lent qu'eux-mêmes le voleur jette un regard en arrière, complètement incrédule. Distrait par cette scène, l'homme ne remarque absolument pas Nico qui se tient directement sur son chemin. Le voleur cependant se reprend très vite et se vante de ses antécédents en arts martiaux, se préparant à contre-attaquer. Il est clairement habile et coriace, mais Nico refuse catégoriquement de reculer. De loin, Kazuki et Miwa, quant à elles, restent parfaitement calmes, absolument certaines que leur sœur est tout à fait capable de se débrouiller seule. Leur confiance s'avère tout à fait justifiée lorsque Nico assomme l'homme d'un seul coup. Elle récupère le sac à main volé de la jeune fille et ricane face au voleur vaincu. Elle ne réalise pas qu'une petite foule s'est déjà formée autour d'elle. Tandis que la foule se presse autour de la victime secouée, Miko se tient discrètement à l'écart, dissimulant une coupure à sa main.
Yu le remarque immédiatement, se précipitant pour lui envelopper la main d'un bandage. Bien que Miko insiste sur le fait qu'elle va parfaitement bien, ses soins doux et attentifs la laissent inopinément troublée. Pendant que tout le monde est distrait, le voleur saisit l'occasion de s'éclipser discrètement. Malheureusement pour lui, il entre en collision frontale avec un groupe d'hommes. Le premier d'entre eux réagit instantanément, délivrant un coup de pied unique et d'une précision redoutable qui assomme le voleur sur le champ. La foule commence rapidement à murmurer, reconnaissant l'homme comme étant Tatsumi, le célèbre prodige des arts martiaux du lycée Aoyama. Les sœurs le reconnaissent également, car il avait l'habitude de venir souvent chez elles lorsqu'elles étaient plus jeunes. Nico, cependant, est laissée complètement stupéfaite. Tatsumi est son idole depuis aussi longtemps qu'elle puisse s'en souvenir. Ce qui prend tout le monde encore plus au dépourvu, c'est lorsque Tatsumi déclare immédiatement à Nico qu'il est venu ici pour elle. Au dojo de l'école de Seika, ils reçoivent une nouvelle des plus surprenantes. L'équipe d'Iwei Amoai s'entraînera avec celle de Seika pendant une semaine entière. Et ajoutant encore à la surprise générale, Yu, qui n'a techniquement aucune raison d'être là, est également présent. Il s'avère en fait que la précédente rencontre de Nico avec Tatsumi l'a profondément perturbé, le poussant ainsi à les accompagner. En observant la manière dont Nico admire Tatsumi, Yu conclut silencieusement que cet homme doit véritablement être un adversaire imbattable. Cependant, ce n'est pas seulement cela. Quand ils étaient plus jeunes, Nico et Tatsumi s'entraînaient en réalité dans le même dojo, bien qu'ils continuent de penser que Tatsumi est une mauvaise fréquentation. Pour ne rien arranger, des artistes martiales féminines affluent autour de lui, louant son apparence qui est bien supérieure à celle de quiconque à Seika. Soudainement, Nico l'interpelle par derrière, défiant Tatsumi à un combat amical. Il hésite un instant, réticent à affronter une jeune fille, mais Nico se montre des plus persistantes. Bientôt, les deux se retrouvent face à face, chaque équipe encourageant avec ferveur son capitaine. D'un coup de pied rapide et précis, Tatsumi met Miko hors de combat, stupéfiant complètement ses coéquipiers qui ne l'ont absolument jamais vu perdre. Miko n'arrive pas à croire que cela se soit produit de ne pas y être allé plus doucement, et insiste en réalité pour recommencer, déjà allé très doucement avec elle. Alors, seul sur le côté, Nico se confie à Yu, lui racontant comment Tatsumi était autrefois son véritable héros. Lors de son tout premier jour au dojo, elle avait réussi à vaincre tous les garçons plus âgés. Naturellement, ils étaient devenus furieux et avaient tenté de s'en prendre à elle en groupe. Mais avant qu'elle ne puisse se blesser, Tatsumi était intervenu, la protégeant ainsi de tout danger. Bien qu'il ait dû déménager lorsqu'il est entré au collège, ils se sont recroisés plus tard lors des championnats nationaux. Depuis ce jour, il est devenu sa véritable source de force. Yu est complètement pris au dépourvu, il a toujours considéré Miko comme la plus forte, sans jamais réaliser qu'elle aussi admirait quelqu'un. Leur conversation est interrompue lorsque Tatsumi s'approche d'eux. Après avoir constaté son potentiel de ses propres yeux, il déclare qu'il souhaite l'emmener avec lui. La foule, y compris Yu, réagit sous le choc. Tatsumi explique alors qu'il veut que Nico rejoigne l'équipe du lycée Iwayama. Bien que ce fût autrefois une école exclusivement réservée aux garçons, elle est récemment devenue mixte. Il en a même déjà discuté avec Monsieur Mikudono, absolument convaincu que c'est la meilleure voie pour que Nico puisse atteindre son plein potentiel. Tatsumi souligne également à quel point les adversaires de Nico sont faibles à Seika, ce qui provoque instantanément des réactions négatives de la part de ses coéquipiers. Mais ses paroles deviennent encore plus dures lorsqu'il ajoute que si Nico les a toujours aidés à s'entraîner, personne en revanche ne l'a véritablement aidé à s'améliorer. Nico tente de les défendre, mais à sa grande surprise, ils sont tout à fait d'accord avec Tatsumi. Saisissant l'occasion, Tatsumi l'exhorte à le rejoindre au lycée Iwayama afin qu'ils puissent devenir ensemble les meilleurs dans le domaine des arts martiaux. Plus tard, alors que tout le monde rentre chez soi, Yu rattrape Nico, insistant pour marcher à ses côtés. Il la félicite d'avoir reçu une offre de recrutement d'une telle envergure, mais Nico évite soigneusement d'en parler. Yu sent que quelque chose cloche, incertain de ce qu'elle ressent véritablement au fond d'elle. Elle admet que c'est là un honneur considérable. Le lycée Iwayama est un internat qui emploie des professionnels pour gérer le régime alimentaire et les conditions de vie de ses élèves. C'est l'environnement idéal pour des prodiges comme elle. En entendant cela, il est certes impressionné, mais il ne peut ignorer le fait que cela reste malgré tout un internat. De même, l'ancienne Nico aurait sans aucun doute sauté de joie à une telle nouvelle, mais à présent, elle est incertaine. Les pensées de ses sœurs et celles de Yu persistent lourdement dans son esprit. Lorsqu'ils arrivent devant le portail de leur maison, Nico prononce alors quelque chose de complètement inattendu et inhabituel pour elle. Elle dit à Yu qu'elle souhaite rester avec lui. Étonnamment, une voix provenant des environs se manifeste en accord. Ce sont ses coéquipiers d'arts martiaux. Ils avouent à ressentir la même chose concernant son éventuel départ. Ils veulent qu'elle reste, bien qu'ils ne la retiendraient pas si rejoindre Tatsumi l'aidait véritablement à s'améliorer. C'est tout ce qu'ils étaient venus dire avant de prendre rapidement congé. Miko est laissée complètement confuse par leur apparition si soudaine, mais Yu lui fait remarquer que c'est là la preuve de l'affection que ses coéquipiers lui portent. Ils veulent tout ce qu'elle reste, c'est dire à quel point ils sont dévoués. Sur ce, Yu rentre à l'intérieur, impatient de préparer le dîner, tandis que Miko reste dehors, encore en train de digérer toutes ces informations. Pendant le dîner, Kazuki permet de manière tout à fait inattendue à Miko d'utiliser son shampoing et son après-shampoing. Miko est stupéfaite, se souvenant comment Kazuki l'avait réprimandé pour l'avoir utilisé par erreur. Pendant ce temps, Miwa lui offre discrètement du sashimi, ce qu'elle ne fait jamais, même sous la contrainte. En faisant la vaisselle, Nico avoue que le dîner a, d'une certaine manière, apaisé ses inquiétudes. Ses deux sœurs étaient presque trop gentilles avec elle. Yu révèle ensuite que tout le monde à l'école est déjà au courant de son recrutement, alors peut-être que ce ne sont pas seulement ses coéquipières qui veulent qu'elle reste après tout. Plus tard, en prenant son bain, Nico réfléchit aux paroles de Yu. Elle n'arrive pas à croire que Yu, Kazuki et Miwa puissent être contre son départ.
Pourtant, au milieu de ses pensées, une image de Yu lui apparaît soudainement, la laissant toute troublée. Quand elle sort, elle remarque Yu toujours en train de travailler dans la cuisine. Un instant, elle se demande ce qu'il pense vraiment de tout cela. Le lendemain, au dojo de Saika, leur équipe s'entraîne avec les Iwayama, réalisant vite à quel point ils sont forts. Cependant, quand Meiko arrive, elle s'approche aussitôt de Tatsumi et lui dit fermement qu'elle veut refuser son offre de recrutement. Elle a décidé de ne pas le rejoindre au lycée Iwayama. La foule est choquée par sa déclaration, mais Tatsumi refuse d'accepter sa réponse, qualifiant sa décision de manque d'ambition. Bien que Nico comprenne les opportunités que cela pourrait apporter, elle sait que ce n'est pas sa seule voie. Tatsumi est déconcertée, ce n'est pas la Nico dont il se souvient. Au fond d'elle, Nico sait que sa vraie raison réside dans ses sœurs et Yu. Pourtant, Tatsumi la coupe, insistant pour qu'elle parte, allant même jusqu'à suggérer qu'elle ne sera rien de plus qu'une fille ordinaire si elle ne se dépasse pas davantage. Nico hésite, ne sachant que faire, quand un bruit soudain venant d'un casier attire l'attention de tous. Yu en sort, révélant qu'il a tout entendu. En s'approchant, il explique qu'il comprend l'intention de Tatsumi. Il veut seulement que Nico reste à l'école si ses compétences d'aller sont assez exceptionnelles pour répondre à ses exigences élevées. Tatsumi confirme que c'est exact, mais souligne aussi que Saika manque simplement de l'entraînement rigoureux dont Miko a vraiment besoin. Sans la moindre hésitation, Yu défie Tatsumi en combat. Quand on lui demande pourquoi, il répond qu'il veut rester aux côtés de Miko. Les yeux de Nico s'illuminent à ces mots et la foule qui regarde commence à murmurer d'excitation. Pourtant, malgré cela, tout le monde sait qu'un étudiant ordinaire comme Yu ne pourrait jamais égaler les compétences de Tatsumi. Tatsumi est le meilleur pratiquant d'arts martiaux du pays, ayant remporté 3 championnats individuels. Pourtant, Yu est après tout le fils du célèbre Subaru, ce qui pourrait lui donner une chance. Tatsumi, s'attendant à ce que Yu soit un autre prodige, est surpris par sa persistance. Il affirme avec confiance que Nico l'accompagnera quoi qu'il arrive, tandis que Nico tente d'intervenir, pleinement consciente de l'habileté écrasante de Tatsumi. Pourtant, Yu reste déterminé, insistant sur le fait qu'il se battra pour elle. Sur ce, la foule l'acclame avec ferveur. Ne voyant pas d'autre option, Nico permet à contre-cœur aux deux de se disputer pour elle. Tatsumi accepte aussi le défi et le match est programmé pour le dernier jour de l'entraînement commun. Une condition claire est fixée, s'il perd, Nico doit rejoindre Tatsumi. Maintenant, à la maison, Nico réprimande Yu pour avoir fait une promesse à Tatsumi, sachant que les conséquences sont graves. Réalisant que son avenir repose sur son succès, elle commence à l'entraîner avec diligence. Elle commence par les bases, lui enseignant les pas corrects, bien que les tentatives de Yu ressemblent plus à des sautillements maladroits. Il progresse lentement, analysant les forces de Tatsumi et élaborant une stratégie pour que Yu puisse s'approcher suffisamment. Pendant l'entraînement, Yu démontre la technique avec Nico, la proximité soudaine la surprend et elle réagit instinctivement, le frappant au visage. En allant chercher une poche de glace pour la blessure de Yu, Nico le réprimande à nouveau pour son ingérence, frustré par sa persistance. Yu admet que ses chances de gagner contre Tatsumi sont minces, reconnaissant qu'il est un vrai prodige. Mais il insiste sur le fait qu'il veut faire de son mieux. Il explique que ses efforts ne sont pas seulement pour lui-même, il veut rester proche de Nico. Nico est troublé par cela. Mais ce qu'il veut vraiment dire, c'est rester proche de Nico et de ses sœurs toutes ensemble. Bien que Yu se considère comme un parasite, il a appris à aimer voir les 3 sœurs ensemble. Et maintenant, il encourage Nico à partager ses propres pensées. Alors qu'il s'approche de plus en plus, il la coince doucement, expliquant que puisqu'il se bat pour elle, elle devrait être honnête sur les raisons de son refus de l'offre de Tatsumi. Nico hésite un moment, craignant que ses raisons ne paraissent stupides. Elle admet finalement qu'elle va regretter ses coéquipières, mais surtout, elle ne veut pas quitter la maison, car elle a aussi appris à chérir la présence de Yu. Son honnêteté choque Yu, et elle ajoute que voir la nature compétitive de Kazuki et Miwa chaque jour la motive aussi. Alors que Nico révèle enfin sa réponse, la porte s'ouvre soudainement, révélant Kazuki et Miwa qui écoutaient discrètement leur conversation. Elles font semblant de n'avoir rien entendu, mais leurs expressions les trahissent. Sentant le défi que Yu est sur le point de relever, Kazuki propose de lui prêter main forte, si besoin, tandis que Miwa l'encourage. Yu ne peut s'empêcher de ressentir une vague de bonheur, réalisant qu'il n'affronte pas ce match seul. Merci d'avoir regardé, assurez-vous de vous abonner pour ne pas manquer les nouveaux épisodes chaque semaine.